être l'irréparable en public et que tout le monde le savait, sauf peut-être la personne responsable. Mon fils s'appelle Thomas. Il avait 31 ans ce soir-là, debout à l'avant d'un salon privé dans un restaurant de Lyon, tenant une coupe de champagne d'une main et un petit morceau de papier de l'autre. Il avait écrit des notes. C'est le genre d'homme qu'est Thomas, prudent, préparé, ne voulant jamais trébucher sur ses mots quand ceux-ci comptent vraiment. Il avait répété ce discours pendant 2 semaines. Je le sais parce qu'il m'avait appelé le dimanche précédent pour me le lire au téléphone et j'avais dû presser le combiné contre ma poitrine un instant parce que je ne voulais pas qu'il entende que son vieux père s'émouvait dans la cuisine. Il l'aimait. C'est ce à quoi je revenais sans cesse à travers tout ce qui a suivi. Il l'aimait sincèrement et totalement. Elle s'appelait Léa. Léa Marchand, 28 ans, créatrice de contenu lifestyle avec 400 000 abonnés sur Instagram et un portefeuille de partenariats de marques que sa mère aimait décrire sans qu'on lui demande comme étant diversifié. Sa mère s'appelait Valérie Marchand. Valérie avait 54 ans, récemment divorcée du père de Léa, un homme calme et gentil nommé Gérard, que j'avais rencontré exactement une fois et qui avait l'air de quelqu'un ayant passé des décennies à endurer silencieusement. Et elle avait entièrement reconstruit son identité autour du profil public de sa fille. Elle gérait les contrats de Léa. Elle assistait aux appels avec les marques. Elle avait son propre compte secondaire intitulé quelque chose comme la maman derrière la marque avec 60 000 abonnés à elle. Elle parlait des taux d'engagement comme certaines personnes parlent de la météo, constamment, comme s'il s'agissait d'une préoccupation partagée que tout le monde devait avoir. J'ai 63 ans. J'ai passé 31 ans à l'autorité des marchés financiers, l'AMF, dont les 14 dernières années comme enquêteur principal à la division des enquêtes et des contrôles. Je passais ma vie à examiner des déclarations financières. Je traçais l'argent à travers des sociétés écrans, des sociétés à dénomination numérique et des comptes offshore. J'étais, comme mes collègues s'en amusaient, professionnellement paranoïaque. Quand j'ai pris ma retraite il y a 4 ans, je me suis mis à l'ébénisterie, j'ai fait pousser des tomates. J'ai conduit ma fille à ses entraînements de foot le samedi matin et j'ai essayé avec un certain succès de devenir une personne qui n'examinait pas automatiquement chaque affirmation financière rencontrée. Valérie Marchand rendait cela très difficile. Je l'avais rencontrée 3 fois avant le dîner de répétition. La première fois, c'était lors d'un brunch dominical à Annecy environ 8 mois après que Thomas et Léa aient commencé à sortir ensemble sérieusement. Valérie est arrivée avec 20 minutes de retard, s'est excusée auprès de Léa pour le délai, et ne s'est pas excusée auprès du reste d'entre nous. Elle a passé la majeure partie du brunch à discuter d'une publication sponsorisée que Léa avait faite pour une marque française de soins de la peau, détaillant les métriques de clics d'une manière qui suggérait qu'elle s'attendait à ce que nous soyons impressionnés. Mon épouse Catherine, mon Dieu, je cherche encore parfois le téléphone pour lui raconter des choses, a capté mon regard à travers la table et m'a adressé le plus petit des sourires. Nous avions un langage, Catherine et moi, forgé en 34 ans. Ce sourire signifiait sois patient, sois gentil, elle est probablement nerveuse. Catherine est morte 14 mois avant le dîner de répétition. Un cancer des ovaires diagnostiqué en février, parti en septembre. Ce fut rapide, brutal, et cela a laissé Thomas et moi essayant de trouver nos marques dans un monde qui s'était entièrement restructuré sans sa permission. Thomas s'est jeté à corps perdu dans sa relation avec Léa. Je comprenais que le deuil emmène les gens dans différentes directions. Il avait besoin de quelqu'un à qui se raccrocher. Et Léa, quoi que j'ai pu penser de sa mère par la suite, était sincèrement chaleureuse avec lui durant ses premiers mois. Elle est venue à Paris quand Catherine était à l'hôpital. Elle s'est assise avec nous. Elle était présente de la manière qui compte. Je lui en ai été très reconnaissant. La deuxième fois que j'ai rencontré Valérie, c'était à Noël lors d'un dîner que Léa organisait dans leur appartement commun à Boulogne-Billancourt. Valérie m'a pris à part près de la cuisine et m'a demandé avec une sincérité apparente si j'avais réfléchi à ce que j'allais faire de mon temps libre maintenant que ma carrière était terminée. Je lui ai dit que je m'occupais. Elle a hoché la tête de la manière dont les gens hochent la tête quand ils n'écoutent pas vraiment et a dit que Léa avait été mise en relation avec un influenceur en bien-être financier qui faisait des choses très intéressantes avec du contenu sur le mode de vie à la retraite et qu'il y avait peut-être un angle à exploiter là-dessous. J'ai passé le reste de la soirée dans une conversation agréable avec Gérard, qui avait été invité par une sorte d'obligation familiale résiduelle et qui a passé la majeure partie du dîner à manger calmement son chapon. La troisième fois, c'était un dîner de fiançailles 6 mois avant la répétition. À ce moment-là, j'avais remarqué un schéma.
Valérie ne s'adressait pas directement à Thomas à moins que ce ne soit pour rediriger une déclaration qu'il avait faite ou pour introduire une nuance à quelque chose qu'il disait. Elle le faisait avec fluidité. Elle le faisait avec un sourire, mais elle le faisait systématiquement. Et j'avais passé assez d'années dans des salles d'interrogatoire pour connaître la différence entre quelqu'un qui est socialement maladroit et quelqu'un qui gère délibérément une dynamique. Thomas l'avait remarqué aussi. Il m'en a parlé une fois sur le trajet du retour depuis Saint-Étienne de cette manière prudente qu'il a d'aborder quelque chose qui le dérange sans tout à fait vouloir admettre que cela le dérange. Il m'a demandé, « Papa, as-tu déjà l'impression que Valérie pense que je suis provisoire ?» Je lui ai dit que ce n'était pas le cas. Je l'ai dit de la manière dont on dit les choses à ses enfants quand on connaît la vérité mais que la vérité n'est pas encore utile. Le dîner de répétition a eu lieu un vendredi soir fin octobre. Le restaurant était un établissement italien réputé du Vieux-Lyon, le genre avec des briques apparentes, une lumière de bougies tamisées et des menus sans prix. Valérie l'avait choisi. Elle avait choisi la plupart des choses concernant le mariage. J'avais fini par comprendre que le lieu, le photographe, le fleuriste, le menu de la réception, tout passait par elle. Thomas m'avait dit que Léa s'en remettait à sa mère pour la plupart des décisions et qu'il avait choisi ses batailles. Il avait réussi à les faire accepter le lieu de la lune de miel, l'île de Ré, parce que Léa n'y était jamais allée et que Thomas y était allé enfant avec Catherine et moi et ne l'avait jamais oublié, et il estimait que c'était une victoire raisonnable. J'ai fait la route depuis ma maison de banlieue seule. Je portais le costume gris que Catherine m'avait aidé à choisir pour le mariage de mon neveu 3 ans plus tôt. Je suis arrivé 10 minutes en avance, comme je le fais toujours, et je me suis tenu près de l'entrée en regardant la salle se remplir. Le côté de la famille de Léa est arrivé avec une sorte d'énergie coordonnée. Les femmes en particulier, cousines et tantes, et quelques amis que Valérie présentait comme faisant partie de notre communauté, ce qui, j'ai cru comprendre, désignait les gens qui suivaient le contenu de Léa. Il y avait un photographe qui circulait, pas pour l'événement, j'ai réalisé, mais pour le contenu. Valérie avait organisé la présence de quelqu'un pour documenter le dîner de répétition pour les réseaux sociaux de Léa. Thomas ne m'en avait pas parlé. Je soupçonnais qu'il n'était pas au courant. Thomas est arrivé avec ses 2 meilleurs amis, Antoine et Patrick, et il m'a trouvé près du bar, m'a serré dans ses bras et a dit que j'avais fière allure. Je lui ai dit la même chose. Et nous disions tous les deux la vérité tout en frôlant le mensonge parce que nous pensions tous les deux à la personne qui aurait dû se tenir à mes côtés. Il le savait. Je le savais. Nous sommes passés outre de la manière dont on apprend à le faire. Le dîner a commencé. J'ai été placé à une table avec 2 amis de Valérie et un cousin de Léa qui travaillait dans le marketing et qui a passé le premier plat à expliquer la distinction entre macro et micro-influenceurs d'une manière qui supposait que j'avais posé la question. La nourriture était sincèrement excellente. Je me suis concentré là-dessus. Valérie a porté un toast tôt dans la soirée. C'était poli. C'était clairement répété. Elle a parlé du parcours de Léa. Elle a utilisé le mot cheminement 2 fois, a parlé de la marque qu'elles avaient bâtie ensemble et de la fierté qu'elle ressentait pour la femme que Léa était devenue. Elle a mentionné Thomas en 2 phrases vers la fin, le décrivant comme une présence stable, puis s'est rassise sous les applaudissements. Puis Thomas s'est levé. Il a lissé le morceau de papier contre sa paume. Il a regardé la salle, 200 personnes, les bougies, toute sa vie disposée devant lui, et il a commencé à parler. Il a dit qu'il essayait de trouver les mots justes depuis des mois et qu'il avait finalement compris que les mots justes étaient simplement les mots vrais. Il a dit qu'il avait perdu sa mère l'année précédente et que le deuil lui avait appris à ne pas attendre pour dire les choses importantes. Il parlait de Léa, de ce qu'elle représentait pour lui. Sa voix était assurée. Je le regardais avec cette fierté spécifique qui est presque indiscernable d'un déchirement. La façon dont on se sent quand son enfant devient quelque chose de plus grand que ce qu'on aurait pu prévoir pour lui. Il parlait depuis environ 90 secondes quand Valérie l'a interrompu. Elle l'a fait avec un rire. C'est ce qui a rendu la chose si efficace. C'était présenté comme de la chaleur, de l'affection, elle a dit assez fort pour que les tables voisines entendent clairement, « Thomas, mon chéri, nous t'aimons, mais l'expression publique n'a jamais vraiment été ton fort, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas conclure et laisser les professionnels s'occuper des toasts ?» Elle s'est désignée elle-même en disant cela. Certaines personnes ont ri. Les gens qui ne savaient pas quoi en penser. Ceux qui savaient n'ont pas ri. Thomas a cessé de parler. Il est resté là pendant 3 secondes. J'ai compté,
de la manière dont on compte les choses quand on essaie de ne pas les ressentir. Puis il a plié son morceau de papier, a souri et s'est rassis. Le sourire n'atteignait absolument pas ses yeux. J'ai posé mon verre de vin. Je veux être clair sur le fait que je ne suis pas un homme qui agit par impulsion. J'ai passé 31 ans dans une profession où l'action impulsive fait rejeter des dossiers et met fin à des carrières. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là n'était pas de la rage. La rage est chaude, urgente et bruyante. Ce que j'ai ressenti était quelque chose de beaucoup plus froid et de beaucoup plus délibéré. C'était le sentiment que j'avais l'habitude de ressentir quand je trouvais la première anomalie dans un document financier. Une reconnaissance calme et précise que quelque chose n'allait pas ici, que l'erreur avait une forme et que cette forme était quelque chose que je savais tracer. J'ai pris mon téléphone et j'ai pris une note. C'est tout. J'ai pris une note. La soirée s'est poursuivie. Thomas a repris contenance comme il le fait toujours avec une grâce tranquille et appliquée. Il parlait aux invités, riait au bon moment, restant la personne qu'il a toujours été. J'ai regardé Valérie faire le tour de la salle. Elle était douée pour ça. Elle se déplaçait dans l'espace avec l'aisance de quelqu'un qui a passé des années à soigner son image, qui a appris à être la présence la plus intéressante dans n'importe quelle conversation. Elle s'est arrêtée à plusieurs tables. Le photographe la suivait. Je me suis arrêté près de Gérard vers la fin de la nuit, qui sirotait un whisky près de la fenêtre en regardant la rue en bas. Elle a toujours été comme ça, a-t-il dit, sans que je lui demande. Il semblait savoir ce que je pensais. Ou peut-être attendait-il simplement depuis des années que quelqu'un se tienne près de lui sans prétendre n'avoir rien remarqué. Depuis combien de temps, ai-je demandé. Il a réfléchi. Cela a empiré quand le compte de Léa a commencé à décoller. Il y a environ 4 ans. Une fois qu'il y a eu de l'argent en jeu. De l'argent réel. Valérie, il a marqué une pause, a choisi ses mots, a réorganisé ses priorités. De quel genre de somme parlons-nous? Il a secoué la tête. Plus qu'elle ne devrait compte tenu de ce qui est déclaré. Je l'ai regardé. Il a regardé la rue. Il n'a rien dit d'autre. Il n'en avait pas besoin. Je suis rentré chez moi ce soir-là et je me suis assis à la table de cuisine que Catherine avait choisie dans une boutique de Lyon par un samedi pluvieux en 2009. Et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je veux être clair à nouveau sur ce que je faisais et ce que je ne faisais pas. Je ne cherchais pas quelque chose à utiliser contre Valérie Marchand. Je ne planifiais rien. Je faisais ce que j'avais toujours fait quand quelque chose ne me semblait pas net. J'examinais la forme des choses. Léa Marchand avait, selon son kit média public que sa mère avait apparemment posté sur un site de développement commercial, environ 412 000 abonnés sur Instagram, 90 000 sur YouTube et une présence secondaire sur TikTok. Le kit média listait l'historique de ses partenariats de marque, qui incluait plusieurs entreprises françaises reconnues et un certain nombre de plus petites marques de soins et de bien-être. Il décrivait son entité commerciale comme LV Prestige, immatriculée au registre du commerce. Les registres d'immatriculation en France sont publics. J'ai cherché LV Prestige. Elle avait été créée 3 ans plus tôt. Valérie Marchand était listée comme gérante. Ce n'était pas inhabituel. Ce qui était légèrement inhabituel, c'est que l'adresse professionnelle enregistrée était une boîte postale dans un centre de courrier commercial à Neuilly-sur-Seine plutôt qu'un bureau à domicile ou un espace commercial. Pas inhabituel en soi non plus, mais c'était une forme. J'ai passé 2 heures à regarder des formes. J'ai trouvé une deuxième société, Marchand Partenaires, créée 18 mois après la première. Adresse différente, un cabinet d'avocats à Boulogne. Le dirigeant listé était une société holding dont le gérant était un nom que je ne reconnaissais pas. Sandrine Morel. J'ai noté ce nom. Je n'ai pas trouvé Sandrine Morel dans le contenu public de Léa. Je ne l'ai pas trouvé dans le contenu public de Valérie. Je l'ai trouvé après un certain temps dans un compte rendu judiciaire de 2019, une affaire civile sans rapport avec les marchands dans laquelle elle avait été citée comme témoin. Son adresse dans ce dossier était un immeuble en copropriété à Boulogne-Billancourt. Le même immeuble que j'ai trouvé avec quelques recherches supplémentaires dans lequel l'appartement de Valérie Marchand était enregistré. Sandrine Morel était la sœur de Valérie Marchand. Ce n'est pas illégal. Les membres d'une famille dirigent souvent des entreprises les uns pour les autres. Mais la structure, 2 sociétés, une holding, une gérante apparentée dissimulée derrière une autre entité,
était le genre de structure que j'avais passé des années à examiner dans un contexte professionnel. C'était le genre de structure que l'on construit quand on veut déplacer de l'argent entre des entités d'une manière difficile à tracer au premier coup d'œil. J'ai noté la structure, puis je me suis arrêté parce qu'il était plus de minuit, que j'avais 63 ans et que j'avais de l'ébénisterie à faire le matin. Au cours des 6 semaines suivantes, dans les heures creuses, j'ai continué à chercher. Je suis précis à ce sujet parce que je veux être honnête. Je n'étais pas obsédé. Je n'étais pas consumé. Je suis allé au match de hockey de Thomas un mercredi soir, j'ai applaudi bruyamment quand il a marqué et je n'ai pas pensé à Valérie Marchand une seule fois. J'ai dîné avec ma fille Julie et son mari à Saint-Priest, nous avons parlé de leur nouvelle maison et j'y ai à peine pensé. Mais quand je m'asseyais à la table de la cuisine le soir, je regardais. Ce que j'ai découvert lentement était un schéma de divulgation publicitaire qui ne respectait pas les exigences du Code de la consommation et les directives de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Le contenu sponsorisé sur les plateformes de Léa, dont certains étaient très clairement des promotions payées pour des produits de santé, n'était pas systématiquement étiqueté comme tel. C'est une question réglementaire de plus en plus prise au sérieux. Mais plus que cela, les revenus circulant à travers la structure d'entreprise semblaient, d'après ce que je pouvais déduire des dépôts financiers publics et des informations commerciales, sous-représenter de manière significative les revenus générés. Je ne suis pas avocat fiscaliste. Je veux être clair là-dessus. Mais j'avais passé ma carrière à travailler aux côtés d'avocats fiscalistes et d'experts comptables judiciaires, et je savais à quoi ressemblait un signalement. J'avais un contact à la Direction générale des finances publiques, au service des vérifications. Nous avions travaillé sur 3 dossiers ensemble au fil des ans. Elle s'appelait Pierrette, elle était minutieuse, juste et ne prenait pas les choses personnellement, ce qui d'après mon expérience est la qualité la plus rare chez tout professionnel de la lutte contre la fraude. Je lui ai envoyé un courriel un mardi matin de décembre. J'ai dit que j'étais tombé sur une structure d'entreprise lors de mes recherches personnelles qui semblait présenter certains indicateurs méritant un examen préliminaire et j'ai joint un document que j'avais préparé. 14 pages organisées par entité avec des citations de sources publiques pour chaque affirmation. J'ai précisé que je n'avais aucun intérêt personnel dans l'issue de l'affaire et qu'elle devait exercer son propre jugement pour déterminer si cela méritait son attention. Puis je suis allé au garage et j'ai travaillé sur une bibliothèque que je construisais pour le salon de Julie. Je ne l'ai pas dit à Thomas. C'est la chose à laquelle j'ai le plus pensé depuis. Je ne le lui ai pas dit parce que je n'étais sûr de rien et parce que la certitude est importante. J'avais signalé une préoccupation à une autorité réglementaire et cette autorité prendrait sa propre décision. Je n'avais accusé personne de quoi que ce soit. J'avais simplement décrit des formes et laissé les gens dont c'était le métier regarder ces formes faire leur travail. Le mariage a eu lieu en avril. C'était un samedi et le temps était ce qu'est habituellement le temps d'avril dans la région lyonnaise, optimiste le matin et indécis l'après-midi. La cérémonie s'est déroulée dans un domaine viticole près de Condrieu. C'était magnifique. Léa était magnifique. Thomas se tenait à l'avant et la regardait s'avancer vers lui, et son visage était celui de quelqu'un recevant plus qu'il n'avait su demander. Et j'ai pensé, quoi qu'il arrive, ce moment est réel. Quoi qu'il arrive après ce moment aura été vrai. Valérie Marchand a prononcé un discours lors de la réception. Il était plus long que celui de Thomas au dîner de répétition. J'ai bu mon vin, souri au bon moment et je suis rentré chez moi, me sentant surtout fatigué. Pierrette m'a envoyé un courriel en juin. Elle m'a remercié pour le signalement et a confirmé que le dossier avait été examiné en interne et transmis à l'équipe appropriée. Elle ne pouvait pas partager les détails des actions en découlant, comme je m'y attendais. Elle a précisé que la documentation fournie était clairement organisée et avait été utile pour l'évaluation préliminaire. Elle m'a souhaité une bonne retraite. J'ai classé le courriel et je suis retourné à ma bibliothèque. Le premier indice que quelque chose se passait est venu de Thomas qui m'a appelé un jeudi soir en août, 4 mois après le mariage. Il a dit que Léa était rentrée très bouleversée, que Valérie avait appelé et qu'il y avait apparemment des problèmes avec l'entreprise, une sorte d'enquête, et qu'il n'en connaissait pas les détails. Mais Léa était stressée et il ne savait pas comment l'aider. J'ai écouté. J'ai dit les mots qu'il fallait. J'ai dit que j'étais sûr que tout s'arrangerait et de transmettre mon amitié à Léa. Je ne lui ai pas dit. Pas à ce moment-là. Ce qui a émergé au cours des mois suivants, de la manière dont ces choses émergent à travers Léa racontant des choses à Thomas qui m'en répétait des fragments et à travers ce qui est finalement devenu public.
c'est que LV Prestige et Marchand Partenaires faisaient l'objet d'un contrôle fiscal approfondi qui s'était étendu à un examen de conformité plus large. La DGCCRF avait séparément pris contact concernant les pratiques de divulgation publicitaire. Les principaux partenaires de marque de Léa, qui surveillent ce genre de choses de près parce que leur propre conformité en dépend, ont commencé à décliner discrètement le renouvellement des contrats. En moins de 6 mois après ce premier appel de Thomas, les revenus de Léa avaient considérablement diminué. En 8 mois, Valérie avait engagé un avocat fiscaliste et un professionnel de la communication. Le professionnel de la communication n'a pas été d'un grand secours. L'histoire a circulé à travers l'écosystème particulier des médias lifestyle français. Les blogs qui couvrent la culture des influenceurs, les podcasts qui discutent de l'économie des créateurs avec plus de rapidité que je ne l'aurais prévu. La structure d'entreprise, une fois examinée, racontait une histoire qui ne nécessitait pas beaucoup d'interprétation. Les revenus qui avaient été acheminés via des holdings et des entités liées, la publicité présentée comme une recommandation organique, les contrats de marque structurés de manière à obscurcir leur nature financière. Tout cela avait une forme, et la forme était lisible pour quiconque avait une raison de regarder. Je ne connais pas le montant final de ce qui était en jeu. J'ai vu des estimations allant de 2 à 4 millions d'euros de revenus non déclarés ou mal déclarés sur une période de 3 ans. Je ne peux pas confirmer ces chiffres. Je peux dire que Marchand Partenaires a été dissoute dans l'année et que LV Prestige a subi une restructuration importante et que Valérie Marchand n'apparaît plus dans le contenu public de Léa ni dans aucune capacité commerciale listée. Thomas et Léa se sont séparés au printemps de l'année suivante. Ce n'était pas, pour autant que je puisse en juger, une conséquence directe des problèmes commerciaux. C'était plus compliqué que cela. Léa avait passé des années dans une structure que sa mère avait construite et gérée. Et quand cette structure s'est effondrée, certaines des certitudes sur lesquelles Léa avait organisé sa vie se sont effondrées aussi. Elle et Thomas ont évolué dans des directions différentes. Ce sont des choses qui arrivent. Ils ont été bienveillants l'un envers l'autre lors de la rupture d'après ce que Thomas m'a dit, et j'en suis reconnaissant. Il m'a appelé un dimanche de mai après que la séparation a été actée et nous avons parlé longtemps de sa mère, de ce qu'elle aurait pensé de tout cela, des bons moments et des moments difficiles ensemble. Je lui ai dit qu'elle aurait été fière de la façon dont il s'était comporté à travers tout cela. Il est resté silencieux un moment puis il a demandé, « Papa, est-ce que tu étais au courant pour les affaires des marchands avant que ça ne sorte ?» Je suis resté silencieux un instant moi aussi. J'avais une inquiétude, ai-je dit, je l'ai signalé aux bonnes personnes, c'est tout ce que j'ai fait. Il est resté silencieux à nouveau. Puis il a demandé, « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» « Parce que je ne voulais pas que tu aies apporté cela, » ai-je répondu, et parce que je n'étais pas certain, on n'accuse pas les gens sur des soupçons, on transmet les soupçons aux personnes dont c'est le travail de les confirmer ou de les infirmer. Il a dit qu'il comprenait. Je pense que c'était le cas. J'ai vendu la maison de banlieue l'année dernière. Trop d'espace pour une seule personne, et la table de la cuisine commençait à ressembler moins à un lieu de rassemblement qu'à un rappel de tout ce qui y était réuni et qui n'était plus présent. J'ai acheté un endroit plus petit à Lyon près d'un parc où je marche le matin et j'ai terminé la bibliothèque de Julie et commencé un nouveau projet, un fauteuil à bascule, le genre que Catherine disait toujours vouloir pour la véranda. Thomas va bien. Il a été promu au travail, a emménagé dans un nouvel appartement à Villeurbanne, a recommencé à jouer au hockey le mercredi soir avec un nouveau groupe. Il m'a appelé la semaine dernière pour me dire qu'il avait rencontré quelqu'un. Il avait la voix qu'il avait avant tout cela, plus légère, présent, intéressé par la suite. Je lui ai dit que j'étais content. J'ai 63 ans et j'ai appris que l'hypothèse la plus dangereuse que l'on puisse faire sur une personne est qu'elle est exactement ce qu'elle présente. Valérie Marchand s'était construit une image soignée et polie de succès, d'expertise, d'une femme qui comprenait comment la valeur était créée dans l'économie moderne. Elle avait 400 000 personnes qui ne voyaient que la surface de cette image, et elle avait organisé toute sa vie financière sur la certitude que la surface était tout ce que quiconque examinerait jamais. Elle n'avait jamais rencontré quelqu'un qui faisait ce que je faisais pour gagner ma vie. Elle ne s'était jamais assise en face d'un homme qui comprenait que l'information la plus importante n'est presque jamais celle qui est offerte. C'est l'information qui a été soigneusement placée juste hors du champ. Le fauteuil à bascule avance bien. Les assemblages sont délicats. J'ai dû refaire l'un des pieds arrière 2 fois, ce qui est frustrant, mais le bois est un bon chêne et il mérite d'être bien travaillé. Catherine m'aurait dit d'arrêter de m'en faire et de simplement le finir. Elle aurait eu tort,
mais je l'aurais écouté quand même parce que certaines voix restent avec vous même quand il n'y a plus personne pour les porter. Il y a une leçon à en tirer si vous en voulez une. En fait, il y en a plusieurs. La première est que la compétence ne s'annonce pas d'elle-même. Les personnes les plus capables dans une pièce sont souvent les plus silencieuses parce qu'elles ont cessé depuis longtemps d'avoir besoin de la reconnaissance des autres pour savoir ce qu'elles valent. Valérie Marchand a regardé un retraité en costume gris et a vu quelqu'un à gérer, quelqu'un dont la vie professionnelle était derrière lui, quelqu'un que l'on pouvait traiter avec condescendance sans risque. Elle était tellement attachée à son propre récit sur qui comptait et qui ne comptait pas qu'elle ne pouvait pas concevoir une menace venant de cette direction. C'était sa véritable erreur, pas la structure financière ni les défauts de divulgation. C'était la certitude qu'elle comprenait tout le monde dans la pièce. La deuxième est que protéger les gens que l'on aime ne ressemble pas toujours à une confrontation. Parfois, cela ressemble à de la patience, à de la documentation, au fait de savoir quand agir et quand attendre et quand confier l'affaire à quelqu'un qui a l'autorité nécessaire pour la gérer correctement. Je n'ai pas été à ce dîner de répétition en cherchant à protéger qui que ce soit. J'y suis allé pour célébrer mon fils. Valérie Marchand a fait un choix ce soir-là, et ce choix m'a montré une forme, et je savais quoi faire d'une forme. La troisième est celle qui me reste le plus à l'esprit. Quand je m'assieds à la table de la cuisine à Lyon le soir et que le parc dehors devient silencieux. C'est simplement ceci. Les gens qui travaillent discrètement, qui font leur travail avec soin, qui ne publient pas à ce sujet, ne l'annoncent pas et n'ont pas besoin d'un public, ces gens ne sont pas diminués par l'absence d'attention. Ils sont en fait précisément ce qui fait fonctionner le monde. Ils étaient là avant que les caméras n'arrivent. Ils seront là longtemps après. Faites attention à qui vous écartez, non pas parce qu'il pourrait se venger, mais parce que l'acte d'écarter lui-même vous coûtera quelque chose, un rétrécissement de votre propre compréhension, une fragilité dans votre certitude, un aveuglement face à ce qui est réellement devant vous. Le métier le plus ennuyeux du monde, disait mon ancien collègue, est celui qui empêche les catastrophes les plus spectaculaires. Il le disait comme une plaisanterie. J'en suis venu à penser qu'il décrivait quelque chose de vrai. Thomas m'a envoyé une photo la semaine dernière, lui et la nouvelle personne, ils sont allés sur l'île de Ré pour un long week-end, sont restés près de Saint-Martin. On marchait sur les plages de sable fin que Catherine et moi avions parcourues avec lui quand il avait 7 ans et venait d'apprendre à faire ricocher des galets. Il sourit sur la photo de la manière dont il souriait avant d'apprendre tout ce que le deuil enseigne. Pas dans l'ignorance, juste tourné vers l'avant, regardant ce qui vient ensuite. Cette histoire nous rappelle avec force que l'arrogance est souvent le premier pas vers la chute, surtout lorsqu'elle nous pousse à sous-estimer ceux qui nous entourent. Le personnage de Robert incarne cette force tranquille de ceux qui ne cherchent pas la lumière mais qui possèdent une expertise redoutable. Dans notre société actuelle, où l'image et l'apparence semblent primer sur tout le reste, il est fascinant de voir comment un regard exercé peut percer les façades les plus soignées. La discrétion de Robert n'est pas une faiblesse, c'est une arme stratégique. Ce récit souligne également la complexité des liens familiaux et le désir instinctif d'un père de protéger son fils sans pour autant interférer brutalement dans sa vie amoureuse. En agissant sur le plan professionnel plutôt que personnel, Robert a permis à la vérité de faire son chemin d'elle-même, laissant à Thomas la liberté de tirer ses propres conclusions sur sa relation. C'est une forme de justice froide mais nécessaire qui remet les valeurs d'intégrité au centre de l'histoire. Et vous, qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà été confronté à une personne dont l'ego était si grand qu'elle en oubliait d'être prudente ou respectueuse envers les autres ? Pensez-vous que Robert a eu raison de ne pas prévenir son fils Thomas de ses démarches auprès du fisc français ? Partagez vos réflexions dans les commentaires, cela m'intéresse beaucoup de lire vos points de vue sur cette confrontation entre le monde de l'influence et celui de la rigueur silencieuse.